De savoir que la jeune dame a retrouvé le sourire. Bon, maintenant, les voisines qui se moquaient d'elle, ses amis, elles feront comment? Il faut surtout éviter la stigmatisation. Il faut surtout éviter la stigmatisation, le rejet de l'autre quand on est en souffrance. On a besoin plutôt de l'amour, de l'affection, de la compréhension de l'autre. Merci beaucoup, Lille Pédiou. On se retrouve mercredi pour une autre page santé. Oui, une autre page santé, puisque demain, ce sera la journée de l'hémophilie. Oui. On reviendra sur ce sujet-là. C'est aussi une affection qui touche pas mal de personnes. D'accord. Du côté de Yaoundé, il est déjà bien positionné. Il est en place, Monsieur Ardon Gueffak, pour la revue de presse. Il est 7h passé de 2 minutes. Bonjour, messieurs. Bonjour, Yaoundé. C'est à vous à l'instant. Thierry Carole, Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour la revue de presse. Acte 1. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse ce matin au Sénat et nous présente les visages de la deuxième législature. La Chambre haute du Parlement affiche désormais complet après la proclamation des résultats de l'élection du 25 mars 2018 et la nomination jeudi dernier des 30 sénateurs par le président de la République conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution du Cameroun en son alinéa 2. Ce sont donc 100 personnalités issues de cette partie politique, un de plus que la première législature, qui vont entrer en scène très bientôt. Les mettant ensemble, ces hommes et ces femmes nommés et élus, le bi-hebdomadaire L'Essentiel en kiosque ce matin, l'essentiel du Cameroun, nous fait lire, voici le Sénat au complet. Et de ces 100 locataires du Sénat qui légiféreront jusqu'en 2023, il y a à l'analyse quelques curiosités et réalités à constater. La première, c'est que les alliances ont fonctionné au cours de la nomination des 30. On aura un seul groupe parlementaire, l'Union des populations du Cameroun a rejoint le Sénat grâce au décret présidentiel du président de la République, Paul Biya. Lui, chef de l'État qui souhaite une accélération de la décentralisation, le quotidien Mutation nous informe que le Sénat est impuissant. Le gouvernement prépare une nouvelle phase de mise en œuvre de cette décentralisation alors que la première phase n'a pas comblé les attentes. En sillonnant l'ensemble du territoire national, le journal situe la décentralisation entre des réalisations et des promesses non tenues. Le processus subit de nombreux blocages, davantage du fait des hommes appelés à l'accompagner. Le Sénat, donc, devrait y avoir un œil et tout impuissant, écrit le journal Mutation en kiosque ce lundi matin. Le bi-hebdomadaire Repère suppute ce matin sur la présidence du Sénat. Question à sa une, Niak Difendi Marcel fait-il encore l'affaire? Il est âgé de 84 ans, constate le journal. Au moment où il entame sa deuxième mandature, le président sortant de la Chambre haute du Parlement est visiblement affaibli par le poids de l'âge. Et c'est avec beaucoup de peine, écrit le journal, qu'il a clôturé la dernière session du Sénat. Il y a quelques semaines, lit-on dans les colonnes du bi-hebdomadaire Repère. Et c'est peut-être ce qui fait, écrit le journal Le Régional, parution de ce matin au sujet de cette présidence du Sénat, que Niak Difendi, c'est fini. Le 24 avril 2018, consacré à la session de plein droit de la deuxième législature du Sénat, pourrait être un mardi noir pour l'actuel président du Sénat. Le journal, à partir de ses sources propres, écrit que le fils du département du Ndé dira au revoir à cette fonction prestigieuse de président de la Chambre haute du Parlement camerounais. Restons sur les sénatoriales avec le journal La Voix du Centre qui est en kiosque ce matin. Son constat qu'il révèle ce matin, c'est un pas vers la parité parlant de ces sénatoriales du 25 mars dernier. Le nombre de femmes au Sénat est passé de 20 en 2013 à 26 en 2018. On a donc 26 femmes contre 74 hommes dans la nouvelle mandature du Sénat. Ce nombre va croissant dans le Parlement camerounais, une bonne chose qui montre une progression honorable vers la parité au Cameroun. Ce défi de parité, comme bien d'autres, devrait caractériser cette année
électoral 2018, le municipal, le journal qui porte le regard du citoyen, se demande si Paul Biya peut-il tenir le pari de 2018, annoncé comme étant une année électorale au Cameroun par le président de la République. Paul Biya a choisi d'ouvrir le bal électoral avec les sénatoriales, même si l'agenda reste secret et entre les mains du seul maître du jeu politique, le chef de l'État. Tiendra-t-il le pari d'organiser toutes ces élections en 12 mois? Question à 0 francs. Et parmi ces élections à organiser, il y a la présidentielle pour l'alternance au sommet de l'État, écrit Canard Libre. Le journal Canard Libre, justement, croit avoir des révélations mystérieuses sur le profil du successeur de Paul Biya en cette année 2018. Si 3 noms ont abondamment été cités par les médias aujourd'hui comme faisant partie de la shortlist des dauphins du chef de l'État, il reste à savoir s'ils remplissent les critères qui devraient conditionner leur choix pour continuer l'œuvre de la construction nationale qu'a commencé Amadou Ahidjo et Paul Biya. Avec le quotidien Émergence, intéressons-nous à cette convention ordinaire du parti de Maurice Kamto tenue du 13 au 15 avril au Palais des Congrès de Yaoundé. Constat du journal, c'était une véritable démonstration de force du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Toutes les délégations venues de l'ensemble du territoire national étaient présentes. La convention de ce parti a été l'occasion de se rendre compte que le MRC vit et est prêt à relever les défis face à ses concurrents politiques. Maurice Kamto porte désormais l'onction du parti pour être candidat à l'élection présidentielle prochaine qui devra normalement se tenir en 2018. Allons à présent au ministère des Finances avec le journal Pile ou Face en kiosque ce lundi matin qui nous informe en effet que 29 postes de responsabilité y sont vacants. Louis-Paul Motazé, le maître des séances sur qui l'espoir d'assainir l'édifice repose, a du grain à moudre. Il devra faire face aux coalitions impitoyables qui se sont enracinées et tisser leur toile dans ce département ministériel, car la gestion des ressources humaines a été mystérieusement confisquée par qui on ne sait. Quel esprit malin, on ne sait. Urgence signalée donc, il faut exorciser le ministère des Finances aujourd'hui. En même temps, il faudra exorciser la ville de Kribi qui est sur le coup de multiples scandales fonciers. Le trait hebdomadaire, le soir de ce matin, nous fait des révélations. Comment un individu tout puissant snobe la justice et s'accapare des terres là-bas dans la ville de Kribi. Ils sont nombreux, ces prédateurs fonciers de la cité balnéaire qui semblent n'avoir pas suffisamment tiré des leçons des expropriations illégales des terrains sur l'emprise ou les emprises du port en eau profonde de Kribi. Avec le bi-hebdomadaire Défi actuel en kiosque ce lundi matin, focus sur l'agriculture. Les 7 défis tels que voulus par le ministre Henri Eyebe a ici pour accroître la productivité, lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. L'État, annonce-t-on dans les colonnes du journal Défi actuel, devra mener des actions fortes et ciblées surtout. Des actions fortes et ciblées, mais des actions sociales aussi. Intéressons-nous-y avec le journal Éco-Santé en kiosque ce matin qui constate l'engagement de Chantal Biya à éradiquer le VIH-Sida en 2030. Cette initiative de la première dame du Cameroun, ambassadrice spéciale de l'ONU Sida, vient de former dans sa phase pilote 325 leaders de la société civile à Douala, Bafoussam et Bertois. Dans la même vision, le ministre en charge de la santé publique André Mamafouda vient d'arrêter le prix du test de VIH-Sida à 500 francs et gratuit pour les femmes enceintes, les détenues et les enfants de moins de 19 ans ainsi qu'aux personnes démunies dont les preuves seront présentées. Chantal Biya, que le journal La Veuve de ce matin présente comme l'arme fatale du président Paul Biya contre l'opposition. Si le phénomène de concubinage
ménage sans racine. Donc, vous allez voir dans les colonnes, Chantal Biya est présentée comme l'âme fatale de Paul Biya pour l'opposition, car sa main duc sur le cœur est indiscutable. Elle engage les actions sociales de part et d'autre pour montrer combien ou crédibiliser la politique de Paul Biya à l'égard des couches défavorisées. Chantal Biya est donc présentée par le journal La Veuve ce matin comme l'arme fatale de Paul Biya contre l'opposition, et cela se manifestera au cours des élections présidentielles de 2018. Avec le quotidien Épervier, intéressons-nous à la lutte contre les détournements des deniers publics. Information capitale à crédibiliser, information capitale donc de ce matin, la crédibilité des enquêtes du quotidien Épervier est reconnue, lit-on. Contrairement à certaines pernicieuses allégations qui sont véhiculées par certaines atrophiés intellectuelles, le quotidien Épervier ne s'acharne pas aux originaires d'une ethnie, ne fait pas le procès de ses ennemis ou des ennemis des amis de son promoteur. Ses analyses et enquêtes sont basées et orientées à partir des indications crédibles qui finissent toujours par se révéler comme une véritable prophétie. Vous allez constater que beaucoup de personnalités ciblées par le quotidien Épervier ont été interpellées après des preuves ou après des inculpations constatées par le tribunal criminel spécial, écrit le journal. Venons-en à la 8e édition de Épervier Press Award. Le journal de Léopold Clovis Nougeau écrit ce matin que le président de l'Assemblée nationale a été honoré au cours de cette grande cérémonie de récompense. Le président de l'Assemblée nationale, en effet, a reçu le grand prix spécial de l'incarnation de la morale publique et de la longévité parlementaire. Une centaine de prix dans diverses catégories de la politique à l'économie, en passant par le social, et même la presse ont donc meublé cette 8e édition de Épervier Press Award. C'était donc le couronnement d'une semaine d'activités qui a été meublée par des actions sociales, des activités sportives, et c'est tout à l'honneur du quotidien Épervier. Votre télévision Canal 2 a même été honorée avec l'émission Nous chez vous, et même des personnes qui travaillent dans ce média. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé. Je vous renvoie l'antenne pour la suite en souhaitant excellente semaine à tous et à toutes. À vous, Douala, pour la suite. Canal 2 du côté de Yaoundé, à l'équipe de Nous chez vous, et aussi à vous qui avez reçu des prix lors de cette très belle cérémonie. Bon soleil. Tout à fait. Allez, on va s'intéresser à la seconde partie de cette revue de presse, alors qu'il est 7h passé d'un peu plus de 14 minutes. Il nous a rejoint sur le plateau, M. Michael Tipkio. Bonjour Michael. Bonjour Soflane. Vous allez bien, messieurs? Je vais très bien ce lundi. Et vous avez passé un bon week-end? Un très bon week-end. Vous avez fait quoi? J'ai pris beaucoup de temps pour me reposer, beaucoup de repos, surtout rien de vraiment spécial et particulier. D'accord. Bonjour Thierry. Bonjour mon frère. Pour la question, je me joins à vous d'abord pour passer également mes félicitations à Arnaud Guefal qui m'a précédé à Yaoundé pour ce prix qu'il a obtenu aux Épervier Awards. C'était vendredi dernier. Pour la question de savoir si elle a passé un bon week-end, mon soleil, ben oui, très bon week-end. À partir du moment où le PSG a réussi à donner 7 buts contre 1 à Monaco, le souhait était énorme. C'est ça. Être tranquille. Allez, on va s'intéresser donc à cette seconde partie. On démarre avec la nouvelle expression. La nouvelle expression, effectivement, Soflane, qui nous donne les nouvelles des Camerounais réfugiés dans leur propre pays. Ils sont plus de 200 partis du village Ekidi. C'est dans la région du sud-ouest Cameroun, le département de la Mémé précisément. Ils ont fui justement des attaques de ces personnes qui se réclament d'être des Ambazoniens, Ambazonian Defense Force. Ils se retrouvent désormais dans le département du Mungo, région du littoral, en Banga précisément, où ils sont gardés à la sous-préfecture de Banga et reçoivent des aides des populations. Le sous-préfet de Banga et d'autres autorités de la ville qui font de tout justement pour que ces populations se sentent en sécurité. Selon des sources du quotidien La Nouvelle Expression, c'est donc vendredi dernier, alors que les populations vaquaient paisiblement à leurs occupations, que ces Ambazonian Defense Force sont arrivés, tirés des coups de feu. Des personnes ont été blessées d'ailleurs parmi elles. C'est alors qu'elles ont quitté leur village
village, fuyant ces attaques de ces Ambazonian Defense Force, aidé en cela par un train qui revenait de Kumba. Plusieurs personnes, justement, ont pu rejoindre la ville de Banga dans le département du Mungo, région du littoral, où elles sont toujours gardées en ce moment et qui demandent justement, qui réclament l'aide des populations pour pouvoir survivre. Elles sont soutenues d'ailleurs par ces populations. Écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce lundi. Et toujours au sujet de cette crise anglophone, le journal nous parle de Mancho BBC qui était une fois encore au tribunal militaire. C'était vendredi dernier à Yaoundé. Les réquisitions ont eu lieu et le tribunal qui charge une fois de plus cet autre leader de la contestation anglophone pour le ministère public. L'homme au cercueil a réussi à envenimer la situation à travers des messages qu'il diffusait sur la radio Abakwa FM dans la région du nord-ouest Cameroun. Et puis le tribunal a requis qu'il soit condamné, lourdement condamné d'ailleurs, avec 8 autres détenus avec lesquels il est passé devant la barre. C'était vendredi dernier à Yaoundé. Le pied de une du quotidien La Nouvelle Expression nous parle de politique avec le Sénat. Le journal croit savoir pourquoi Paul Biya n'a pas nommé de militants du Social Democratic Front à la Chambre haute du Parlement camerounais. Le journal revient sur des accords qui ont eu entre cette formation politique, le Parti de la Balance et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le quotidien qui revient sur le congrès du SDF qui s'est tenu à Bamenda il y a quelque temps maintenant. Il revient également sur des tractations qui ont eu lieu. Le journal croit savoir qu'avant les nominations du chef de l'État, des consultations ont eu lieu entre cette formation politique et la présidence de la République. Mais finalement, le SDF a refusé d'entrer d'après une autre source, l'absence des militants du SDF parmi les sénateurs nommés liés au refus de cette formation politique, de cette faveur après avoir mesuré les conséquences qu'elle pouvait induire, notamment cette proximité qu'on dit depuis quelque temps entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le Social Democratic Front. Et toujours au sujet de ces sénatoriales, l'œil du Sahel nous présente ici les 9 sénateurs du Grand Nord Cameroun. Certains ont été élus, d'autres nommés par le chef de l'État. Ils sont de diverses formations politiques, la NDP, le FSNC, l'UNDP, qui sont des formations politiques de la majorité présidentielle, et d'autres militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ont été élus pour les uns, nommés pour les autres. Ils sont donc 9 qui défendront la cause du Grand Nord au Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais, même si on n'attendait pas grande surprise lors de ces nominations du président de la République. Le décret du chef de l'État du 12 avril n'a pas donc été un tsunami dans le Grand Nord. L'avènement d'un sénateur UNDP nommé n'est pas un fait banal, écrit le journal, un fait qui permet à l'œil du Sahel de présenter les 9 sénateurs désignés par décret présidentiel pour le compte de la mandature 2018-2023 au Sénat camerounais. La grande une du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle de cette affaire de Sosucam. On le sait, depuis quelque temps, la société est engluée dans de nombreux problèmes. On parle de plus en plus d'importation du sucre dans notre pays et le journal de se demander à quoi joue la Sosucam à l'approche du Ramadan 2018, alors qu'elle a catalysé en mars 2017 la levée par le gouvernement de la mesure d'interdiction d'importation du sucre pour combler le déficit de l'offre nationale. La société sucrière du Cameroun fustige désormais cette politique. Le leader national de cette filière assure que les méventes actuelles sont la conséquence des importations massives dont elle a elle-même pourtant été bénéficiaire, une affirmation qui a suscité l'enquête justement du journal L'œil du Sahel dans les villes de Ngaoundéré, Garoua et Maroua, présentées comme lieux principaux d'écoulement du sucre de contrebande en provenance selon la Sosucam du Nigeria. C'est une enquête dans 2 pages à lire dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, en kiosque ce lundi matin. Prenons des nouvelles de Basile à Tanganakuna, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, avec le quotidien Info Matin qui croit savoir que l'homme ne se porte pas très bien. Lui qui a été victime d'un grave malaise à la prison de Nkondengui à Yaoundé samedi dernier, un malaise doublé d'une fatigue généralisée.
Et le quotidien Infomatin qui rapporte qu'en plus de l'infirmerie qui s'est mise en branle pour apporter du soutien à Basile Atanganakuna, sa fille, médecin de formation, est également venue rendre visite à son père incarcéré à la prison d'Nkonengi à Yaoundé. Et l'un des membres de sa famille, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, évoque un état préoccupant de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie qui nécessite une prise en charge conséquente. Et toujours au sujet de cette affaire qui l'amène bien sûr à la prison d'Nkonengi à Yaoundé, c'est ce qui meuble la grande une du quotidien Infomatin aujourd'hui. Le journal revient sur cette somme, un montant de plus de 1,736 milliards de francs CFA qui aurait déjà été recouvré par le tribunal criminel spécial dans le cadre de cette affaire qui amène Basile Atanganakuna à la prison d'Nkonengi à Yaoundé. Souvenez-vous, vendredi dernier, l'hebdomadaire Europe Plus parlait de cet homme, un Belge, Jacques Massa, qui aurait été l'un des complices de Basile Atanganakuna dans des détournements de deniers publics, lui qui a été arrêté. Le journal Infomatin nous apprend aujourd'hui qu'il est sorti mercredi dernier des cellules du tribunal criminel spécial à Yaoundé, arrêté le 6 mars. Il était accusé de détournement de plus de 1,736 milliards de francs CFA dans le cadre de l'exécution de projets de réhabilitation, de renforcement et d'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans 52 localités du Cameroun, rejetant donc en bloc les faits à lui reprocher. L'expatrié, pour recouvrer la liberté, s'est finalement résolu à rembourser le corps du délit le jour même de son interpellation, soit le 6 mars dernier, avec en sus le paiement de 10 millions de francs CFA pour d'autres soupçons de conflit d'intérêts se rapportant à la location de véhicules de chantier. Et en sortant du tribunal criminel spécial à Yaoundé, il a tenu à dédouaner l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna, que des lettres anonymes ont présenté comme l'un des patrons d'Aspac Semak. Le cas Massar se recoupe justement en effet avec le sort de l'ancien membre du gouvernement incarcéré à la prison centrale de Yaoundé-Nkonengi, et lui aussi accusé de distraction de fonds publics destinés au renforcement et à l'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable en 2009, au temps où il était directeur général de la Cameroun Water Utilities. Le quotidien Infomatin nous annonce cette grève des enseignants, ces enseignants qui entendent entrer en grève dans les tout prochains jours. Ils ont déposé un préavis à cet effet au Premier ministère il y a quelques jours maintenant. Ils réclament justement la résolution de leurs conditions de travail, l'intégration des enseignants vacataires par exemple à la fonction publique, des revendications qu'ils portent depuis de nombreuses années maintenant mais qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'ici. Ils entendent non faire grève dans les tout prochains jours, et la grève justement consistera, selon la correspondance déposée par le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents, ils entendent entrer en grève le 23 avril 2018. Cette dernière consistera pour les enseignants à être présents dans les salles de classe, mais à ne point dispenser d'enseignement durant toute la semaine, précise-t-il dans cette correspondance adressée au Premier ministre. Ils vont boycotter tous les examens officiels auxquels ils ont souvent pris part, menace-t-il également dans ce préavis de grève adressé au Premier ministre. Ils réclament entre autres l'intégration par vagues successives à la fonction publique des instituteurs, le recrutement des nouveaux titulaires du certificat d'aptitude pédagogique d'instituteurs d'enseignement, le certificat d'aptitude pédagogique d'instituteurs d'enseignement maternel et primaire également, et du certificat d'aptitude professionnelle d'instituteurs. Ils estiment n'avoir pas été écoutés depuis le début de leur revendication par les pouvoirs publics. Et cette même information fait la une du journal Mediafrique 24, le bi-hebdomadaire qui en parle aujourd'hui, avec ce forum national de l'éducation qui se prépare, un forum qui se prépare alors que les enseignants veulent entrer en grève. Et le journal qualifie donc ce forum de grosse blague à sa une aujourd'hui. Lui qui revient sur ces nombreuses revendications de ces instituteurs qui demandent simplement à ce que leurs problèmes soient résolus, mais en lieu et place, les ministères en charge d'éducation dans notre pays veulent plutôt organiser un forum à Yaoundé. Selon un des syndicats des enseignants qui a vigoureusement réagi aux sorties de la réunion préparatoire des assises relatives à ce forum national de l'éducation qui s'est tenu vendredi dernier à Yaoundé, rien n'a été dit sur les dossiers qui sont sur la table des ministères en charge de l'éducation, des questions d'éducation dans notre pays. Ces dossiers qui concernent pour la plupart la contractualisation des instituteurs vacataires
scolaire. Et selon les statistiques glanées par le journal Mediafrique 24, plus de 1400 dossiers concernent les instituteurs de l'enseignement technique. Et pour ces syndicalistes, il y a une volonté de la part des responsables de leur département ministériel de torpiller des dossiers. Et à la vérité, il s'agit d'un forum de trop, écrit Mediafrique 24, pour des problèmes des enseignants et surtout le dossier des enseignants vacataires qui ne demandent qu'à bénéficier du fruit de leurs efforts. Le gouvernement doit céder, surtout qu'il veut que ceux qui s'associent à la bataille qui consiste à scolariser davantage les enfants dans certaines régions du pays. Le journal revient sur le paiement de la dette intérieure à son pied de une avec lui, Paul Motazé, qui implémente les directives présidentielles. On en parle depuis la semaine dernière. Le ministre des Finances qui implémente désormais les hautes directives présidentielles au sujet du paiement de la dette intérieure en procédant dès le 4 avril dernier à l'apurement d'une partie de la dette intérieure. Le ministre en charge des Finances entend stimuler la croissance et restaurer la confiance entre l'État et ses fournisseurs, et l'apurement de cette dette intérieure offre des retombées positives indéniables à l'économie nationale, écrit le journal Mediafrique 24. C'est en tout cas le moins que l'on puisse dire depuis que le ministre des Finances, Paul Motazé plutôt, a mis en paiement un montant total de plus de 32,457 milliards de francs CFA au titre du règlement des arriérés des exercices 2016 et antérieurs de l'État du Cameroun. Le journal Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-juridicien, est en kiosque aujourd'hui. Nous parle de ce membre du gouvernement traîné en justice pour des médailles. Il s'appelle Grégoire Ona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Une société jadis chargée de fourniture des insignes d'honneur s'insurge justement autrefois chargée de la fourniture exclusive d'insignes et des médailles d'honneur du travail. La société Cameroun Business Corporation accuse le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de révocation abusive de son agrément. Grégoire Ona rejette tout. L'affaire a connu une amorce de jugement la semaine dernière au tribunal à Yaoundé, une question de marché public. Et au pied de une, le journal parle de l'examen de fin de formation des avocats. On le sait depuis quelque temps, ils sont un tout petit peu énervés, en colère, et ils le font savoir. Ces avocats stagiaires recalés sont donc pour l'annulation des résultats qui ont été publiés il y a quelques jours seulement. Les candidats malheureux à cet examen de fin de stage d'avocat sont passés à l'offensive. Certains se sont constitués en collectif des indignés. Ils font feu de tout bois pour obtenir l'annulation de l'arrêté pris par le garde des Sceaux, publiant les résultats qualifiés de frauduleux et de favoritisme par ses avocats stagiaires. Ils réclament la publication des procès-verbaux, des délibérations, des procédures judiciaires, des procédures sont engagées justement pour empêcher la prestation de serment définitive des admis. Ils menacent désormais de descendre dans la rue. Ils ont donc transmis un mémorandum au président de la République. C'est le collectif des avocats stagiaires indignés par le résultat de l'examen de fin de stage session de février 2018. Ils ont adressé un mémorandum au président de la République pour obtenir gain de cause. Un coup d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise qui sont également en kiosque aujourd'hui. The Star, pour commencer, qui parle de la situation des réfugiés camerounais qui sont au Nigeria aujourd'hui. Ils sont nombreux, qui ont fui le pays depuis quelque temps, et après une visite de ce camp de réfugiés qui les accueille au Nigeria voisin, l'ONU entend justement apporter des solutions pour résoudre cette question de ces réfugiés camerounais qui vivent des conditions et une situation extrêmement difficile au Nigeria voisin, fuyant des attaques de l'Ambazonian Defense Force basée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et à ce sujet, de Post parle également de ces Ambazoniens qui demandent aux officiels de quitter la ville de Boya. C'est une injonction qui a été faite par ces terroristes qui sèment la terreur dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du Cameroun. Le journal revient sur ce terrible accident de la circulation qui a coûté la vie à 3 employés de la commune de Boya. Accident qui s'est produit il y a quelques jours seulement. Et au pied de une de Post, on parle une fois de plus des élections sénatoriales, ou alors de la nomination des 30 sénateurs par le président de la République, journal qui fait un tout petit peu une peinture de la chambre haute du Sénat camerounais. Stop
Et fin de cette revue de presse de lundi à Douala. Merci Monsieur Michael Tipkio. Certainement une revue de presse appréciée par toutes les personnes qui nous regardent ce matin du côté de Douala. Sa Majesté Sambangan, oui on l'appelle comme ça, Sa Majesté Sambangan Tagana Polycap qui est connecté ce matin. Il est 7 à passer de 30 minutes, mon soleil. Oui, merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir demain. Demain c'est le 17 avril et c'est une journée très très spéciale pour le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui lancera donc officiellement demain son centre de développement de la petite et moyenne entreprise. Il sera en présence de Laurent Segetou-Dingwa, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le président du GICAM, Célestin Tawamba, explique que ce centre de développement est l'organe spécialisé du groupement pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Et il offrira des services aux porteurs de projets et à la diaspora économique. Et on sait que cette initiative du GICAM se situe dans le sillage de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, qui est quant à elle une initiative gouvernementale. Donc demain, c'est un jour spécial au GICAM. Je vous espérer que vous y ferez un tour. Oui, naturellement, nous y serons, sauf là. Nous avons été invités et nous y serons. D'accord. Merci beaucoup, Michael. Passez une excellente journée. On va s'intéresser à une page bleu-azur avant de retrouver Monsieur Patrick Christian Dobo qui jette son regard ce matin sur les déplacés de Banga, des déplacés qui nous parlent, notamment ces déplacés de Kumba, ces personnes qui fuient évidemment les violences de ce